Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Entre gestion migratoire et privilèges diplomatiques, les accords signés entre Alger et Bruxelles soulèvent une question de fond. À qui profite réellement la diplomatie algérienne? D'un côté, un accord de réadmission visant à accélérer le retour des Algériens en situation irrégulière en Belgique. Une mesure qui s'inscrit dans une logique de coopération migratoire classique, mais qui intervient dans un contexte où de nombreux citoyens continuent de risquer leur vie en mer, faute de perspectives économiques et sociales suffisantes. De l'autre, un accord facilitant la circulation des détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Une avancée présentée comme une technique, mais qui alimente le sentiment d'un décalage croissant entre une élite administrative bénéficiant de facilités de mobilité et une population confrontée à des obstacles toujours plus importants pour voyager ou s'installer légalement à l'étranger. Ce contraste met en lumière une critique récurrente, celle d'une diplomatie perçue comme une tournée vers ses propres cercles, au moment où une partie de la jeunesse cherche ailleurs des opportunités et que le pays peine encore à offrir pleinement. Pays aux ressources considérables, l'Algérie fait face à un défi majeur, transformer ce potentiel en perspective concrète pour sa population. Faute de quoi, les accords migratoires continueront d'être plus lus comme des instruments de coopération, mais comme le symptôme d'un malaise plus profond. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, diplomatie des privilèges pour l'élite, expulsion pour le peuple, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Gamal Abina, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci Gamal, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a aussi avec nous Lias Jubaili, ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous aussi depuis la capitale française, Paris, via Skype aussi. Lias Jubaili, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nasser pour votre invitation. Je salue votre invité, M. Gamal Abina, et toute la régie qui assure la couverture, et bien sûr, celles et ceux qui nous suivent de près et de loin, et surtout en Algérie. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup, Lias Jubaili. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Avant de rentrer dans le vif des sujets de ce soir et donner la parole à nos invités, quelques titres, bien sûr, de la presse nationale concernant donc le thème de ce soir. Et on va commencer avec TSA, tout sur l'Algérie. Visa et sans papier, l'Algérie signe 2 accords avec la Belgique. Un autre titre, le journal Al-Moudjahid, Houari Boumdien, Liamine Zarwal et Abdelmajid Tebboune, 3 présidents et la France, a titré donc le journal Al-Moudjahid. Le soir d'Algérie, chargé par le président de la République, Ahmed Attaf est arrivé à Berne pour une visite officielle en Suisse. Et on termine avec ce titre du journal Le Matin d'Algérie, Belgique, Algérie, les détails de l'accord d'expulsion des sans-papiers algériens. La Belgique et l'Algérie ont signé donc mardi à Bruxelles hier un accord de réadmission visant à accélérer le retour des ressortissants algériens en situation irrégulière sur le territoire belge. Un sujet largement évoqué par la presse belge qui revient sur les détails opérationnels des réadmissions et sur les autres aspects des échanges diplomatiques conclus entre Ahmed Attaf et son homologue belge Maxime Prévost. Un autre volet, un volet diplomatique et migratoire concomitant et des perspectives pour les entreprises belges. En parallèle, un second accord donc prévoit l'exemption de visa
pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services, traduisant une volonté de fluidifier les échanges institutionnels entre les deux pays. Voilà, quelques titres, on va voir ces images. Donc la rencontre de Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien, avec le Premier ministre belge. في النشاط الدبلوماسي دائما وفي اطار زيارته الرسميه الى مملكه بلجيكا بتكليف من السيد رئيس الجمهوريه، استقبل وزير الدوله وزير الشؤون الخارجيه والجاليه الوطنيه بالخارج والشؤون الافريقيه احمد عطاف اليوم ببروكسل من قبل رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر. وبهذه المناسبه نقل الوزير احمد عطاف تحيات السيد الرئيس الى رئيس الوزراء البلجيكي وكذا تطلعه لمواصله العمل المشترك معه من أجل إضفاء المزيد من الزخم على الشراكة بين البلدين. من جانبه حمل المسؤول البلجيكي وزير الدولة نقل تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية معربا عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية. اللقاء تناول النتائج المتميزة التي تم تحقيقها على درب توطيد الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وبلجيكا خلال الفترة الأخيرة وكذا استشراف آفاق البناء عليها بما يتيح الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أرفع. Voilà. On va vous faire passer aussi cette vidéo, donc la conférence de presse de Ahmed Attaf et son homologue belge, le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, cher Maxime, Madame la ministre, distingués représentants des médias, bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi en tout premier lieu d'exprimer mes sincères remerciements à mon cher ami Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Royaume. S'agissant de la coopération sectorielle, nous nous réjouissons de constater que celle-ci gagne progressivement en substance, en dynamisme et en densité. Des résultats tangibles, je dis bien des résultats tangibles, sont enregistrés dans plusieurs domaines, notamment le transport aérien et maritime, la maintenance et la construction navale, la santé, avec une coopération hospitalière renforcée, la justice, avec une bonne coopération en matière d'entraide judiciaire, l'environnement, ainsi que la gestion des questions migratoires. Voilà, donc point de presse du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui était en visite, bien sûr, en Belgique. Gamal Abina, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on lire cet accord qui a été donc conclu avec la Belgique concernant donc le retour des expulsions donc des Algériens qui sont en situation irrégulière d'un côté et de l'autre côté des privilèges pour une certaine élite, on va dire, pour ceux qui ont donc le passeport diplomatique, ils sont donc exemptés de visa. Quelle lecture peut-on faire par rapport à ces accords? Déjà, vous parlez d'élite, il faut utiliser les bons termes. C'est diplomate. Un diplomate, il a forcément une prérogative élargie. Il doit pouvoir circuler normalement, tranquillement, d'un pays à l'autre, surtout si les pays n'ont pas de tension particulière. Donc, il ne faut pas parler d'élite, c'est pas très sérieux. Il faut parler effectivement de diplomates qui ont un privilège, comme tous les diplomates du monde entier peuvent obtenir ce type de privilège négocié. Il n'y a aucune surprise là-dedans. Je vois pas en quoi on peut relever un parallèle entre les diplomates, le corps diplomatique, qui fait son travail normalement, puisqu'ils sont attachés à une tâche importante, tout de même, la représentation du pays à l'étranger. Et de l'autre côté, des OQTF, comme on les appelle, donc des gens, enfin des OQTF, des OQTB peut-être, parce qu'on dira pas TF, c'est territoire belge. Au QTB, on les appellera, peut-être ça existe en Belgique, obligation de quitter le territoire belge pour des raisons d'irrégularité. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans des conditions, malheureusement, on peut le dire, d'irrégularité, voudraient s'y installer et peut-être que, pour X ou Y raison, les Belges considèrent qu'il faudrait conduire à la frontière. Je ne crois pas qu'on soit dans la même difficulté que ce qu'on observe en France, où il y a une offensive anti-algérienne évidente et où tout est bon pour dégager des personnes qui sont migrantes illégales. Alors, il faut le déplorer qu'il y ait une migration illégale.
On préférerait évidemment que les Algériens restent en Algérie et qu'ils aient des conditions de travail à la hauteur de leurs attentes, mais c'est des réalités mondiales. C'est pas que l'Algérie, genre toute l'Afrique est comme ça, l'Asie est comme ça, l'Amérique du Sud. Il y a aucune surprise là-dedans. Il y a toujours des gens qui veulent partir du pays, et on n'observe pas ça en Europe simplement parce que l'Europe, c'est l'Europe, et que quelqu'un qui se retrouve dans une situation difficile et qui ne s'en sort pas économiquement, eh ben il devient SDF. Voilà, tout simplement. Il va pas partir de France en Belgique ou de Belgique en Angleterre. Donc il y a une logique et une cohérence. C'est les questions sociales classiques, sans surprise, des migrations de population qui parfois ne trouvent pas leur bonheur dans leur pays, mais les accords binationaux participent de deux choses. D'abord, l'Algérie demande à récupérer tous ses ressortissants étrangers parce qu'elle veut construire une nation moderne qui réussit, donc il y a une volonté quand même qui est plutôt bénéfique pour l'Algérie. Et en même temps, s'il y a des gens qui sont en difficulté en Europe, est-ce que c'est intéressant de les laisser pourrir en Europe dans les conditions infamantes, exploiter Mais est-ce que pour vous, Gamal Abina, ça ne vous pose pas de problème? On peut comprendre que vous êtes en train de dire que c'est des diplomates, mais souvent, bien sûr, en Algérie, on sait très bien que, par exemple, les enfants de la nomenclature, les enfants des responsables ont aussi le passeport diplomatique. Et la question qui se pose, pourquoi maintenant, par exemple? Est-ce que l'Algérie se replie sur d'autres pays quand il s'agit donc d'exonération donc de visas pour ceux qui ont le passeport diplomatique, sachant que la France, par exemple, donc, a imposé le visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de signer des accords comme ça? D'un côté, on privilégie une certaine catégorie de la société. On peut parler, vous l'avez dit, des diplomates. Les Algériens disent aussi les familles des diplomates bénéficient de ces passeports diplomatiques, alors que le peuple de l'autre côté, qui cherche à trouver une vie meilleure, peut-être qu'il n'a pas trouvé en Algérie, qui cherche des perspectives, qui cherche un espoir, lui, par exemple, est exposé donc à retourner en Algérie et peut-être qu'il ne veut pas. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas pour vous un problème? Non, il n'y a pas de problème. C'est marrant ce que vous me dites là, parce que la famille des diplomates qui reçoit des visas et peut-être un passeport diplomatique, ça, j'ai pas le détail, j'en ai aucune idée, mais imaginons que ce soit vrai. Je vois pas en quoi c'est choquant, à la limite. Hein. Si les diplomates avec leurs enfants, il est logique qu'ils les suivent. C'est un statut spécial. Je rappelle à nouveau que c'est une classe, malgré tout, quel que soit le pays d'ailleurs, parlez pas d'Algérie, parce qu'il faut être un peu sérieux. Tous les diplomates du monde entier viennent d'une classe moyenne, voire bourgeoise parfois, viennent d'une classe de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires souvent, et il est logique, en tant que représentant d'un pays, qu'ils aient des avantages minimums de déplacement. Ça me paraît logique. Qu'on ne met pas des visas des diplomates qui sont attachés dans un pays en tant que représentant diplomatique, ça n'a aucun sens. Donc les Français, c'est plutôt le contraire. Là, vous me parlez de la France, mais c'est pas un bon élève, la France. Elle ne respecte pas les us et coutumes, elle enferme un diplomate, je vous le rappelle comme ça, pour information, alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire, et surtout, elle instaure des visas vis-à-vis d'accords qui existent, qui ont été signés en Europe, ces accords supranationaux, donc qui dépassent les règles intérieures, eh bien, elle ne respecte pas ces accords et conventions internationales. Donc le problème, c'est pas de savoir si la Belgique accepte, elle fait son travail normalement. Le problème, c'est que la France instaure, pour mesure de rétention et pour des questions de bras de fer ridicules, instaure des passeports aux diplomates, ce qui n'a aucun sens. Quand vous coupez la communication, que vous empêchez le déplacement normal de corps diplomatiques, je rappelle que c'est des corps protégés. Hein. Rappelons quand même que le corps diplomatique est protégé par le droit international et les droits d'État à État. Ben là, on a un problème. Mais vous comparez toujours une classe diplomatique qui fait partie donc des fonctionnaires d'État bien placés, ce qui est normal dans tous les pays, hein, pas seulement l'Algérie, à des gens qui vont fuir le pays pour des raisons X ou Y, soit politiques ou soit simplement économiques. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Sinon, à ce moment-là, je vous demande de faire la même chose avec les États-Unis, quand ils envoient des diplomates à l'étranger, qu'ils ont des misérables qui fuient les États-Unis. Ou les Mexicains, par exemple sur la frontière américaine, vous avez des diplomates qui se déplacent normalement, et puis le peuple mexicain qui est arrêté à la frontière par ce fameux mur voulu par Trump. C'est pas une comparaison possible. Elle n'est pas opérante. On ne peut pas dire comparer ça à ça n'a aucun sens. Très bien. Lias Jubaili, qu'est-ce que vous en pensez, Lias Jubaili? Tout d'abord, le titre de votre émission, Nasser, est très pertinent parce que quand on parle de diplomatie des privilèges pour l'élite et expulsion pour le peuple, on ne va pas rentrer dans les détails pour dire c'est quoi la définition de l'élite, c'est quoi la notion de l'élite, l'élitisme et tout, et c'est quoi l'expulsion pour le peuple. Donc, forcément, le titre de votre émission nous renvoie l'âge d'or de la diplomatie algérienne. Parce que quoi qu'il en soit, l'Algérie avant, elle se situait entre, elle avait une vision binaire. C'est-à-dire, elle préférait entre
elle était toujours pour les pays pauvres, pour les pays vulnérables, que les pays puissants. Elle avait toujours cette façon, elle avait un regard pour le peuple. Je pense que la diplomatie d'avant, l'âge d'or aussi, c'était le privilège au peuple. C'est le peuple la primauté au peuple, mais pas à l'élite. Mais c'est quoi l'élite ? C'est quoi? Et c'est vrai, certes, les diplomates ont droit à certains avantages, à privilèges, mais quand on voit un ministre des Affaires étrangères prendre l'avion, aller aussi bien en Croatie et en Belgique, et surtout notamment en Belgique, un tout petit pays francophone avec qui on a de très bonnes relations, négocier. Oui, c'est une négociation, on a ça aussi. Il faut dire les choses. Négocier des privilèges pour les diplomates détenteurs de passeports diplomatiques, exemptés de visa, alors que le peuple faible, le peuple vulnérable, le peuple qui crie à la douleur, le peuple qui crie, qui n'est pas libre. Bien sûr, il n'est pas libre. Depuis 62, on n'a pas pu construire. Moi, j'ai du mal si j'étais à la place de M. Attaf, imaginez, il était entre deux personnes. Je pense que les Belges, c'est un peuple très gentil. Ils n'ont pas une idée, une fausse idée, une arrière-idée derrière l'Algérie. Ils vont pas discriminer l'Algérie. Mais imaginons M. Attaf, qui représente l'Algérie, cette grande nation qui a milité pour son indépendance, venir régulariser la situation de jeunes. Peut-être parmi ces jeunes, il y a des médecins, il y a des juristes, il y a des ingénieurs, il y a des économistes, il y a des dentistes. C'est le peuple qui a perdu tout espoir dans son pays, qui se retrouve en Belgique, ou en Allemagne ou en France. Vous savez, on ne va pas faire la définition, c'est quoi l'immigration, c'est quoi l'émigration et c'est quoi immigration. C'est nos compatriotes qui se trouvent en situation irrégulière et qui vont faire les frais, qui vont rentrer en Algérie. Et je ne sais pas si le pays est capable de leur fournir ce qu'il faut, mais ce qui est choquant, c'est que M. Attaf, il a négocié des visas pour les diplomates, alors que le peuple, on s'en fout. Et c'est ça l'appel du Hirak. Et c'est ça notre appel. Au fait, moi, je suis pas contre. Moi, je suis pas contre un tel diplomate avec des privilèges bien définis, que pour lui, mais pas ricochet. Est-ce que pour sa famille? Est-ce qu'il y a une extension pour sa famille, pour sa belle-fille, pour son gendre, pour son grand-père, pour ceci? Non, un diplomate, il a une fonction pour répondre à l'intérêt de la nation et pour le peuple. C'est une fonction qui est limitée dans le temps, c'est tout. Mais quand on voit que M. Attaf et les privilèges pour l'élite, pour les diplomates, pour les ambassadeurs, pour les consuls, alors que le peuple crie, c'est pas possible. C'est un peu gênant dans sa situation. Moi, je le voyais. D'ailleurs, il tournait sa tête de gauche à droite pour remercier cette honorable assistance. Et en même temps, c'est grave. C'est douloureux, c'est malheureux pour la société algérienne. Parce que, vous savez, il y a 30 000 Belges d'origine algérienne qui ont financé le panier de Ramadan de l'Ouest algérien. Est-ce que M. Abina le sait? Il y a le panier alimentaire. Oui, il y a une diaspora algérienne qui a porté secours, qui a alimenté les paniers durant le mois de Ramadan. Pourquoi on alimente le panier du Ramadan? Est-ce que quand on nous parle que c'est un pays gazier pétrolier, ça veut dire que vous êtes capable de fournir et de répondre aux besoins de votre nation? Regardez, peut-être parmi ces personnes philanthropes, ces personnes qui ont aidé leur famille en Algérie, et peut-être parmi eux, il y a des compatriotes, des personnes qui étaient en situation irrégulière. Mais il faut savoir que durant aussi le 4e sommet de la conférence des pays alignés qui s'est tenu à Alger en septembre 1973, il y avait 57 pays. Et la majorité, c'était des pays pauvres. À cette époque, c'était le président Boumediene, et son ministre des Affaires étrangères était Bouteflika. Il faut voir cette conférence, comment elle a eu comme succès. Il faut voir un peu la diplomatie algérienne. L'âge d'or de la diplomatie. Ça, vraiment, c'était un pays. En fait, peut-être il y avait une vision binaire.
mais c'était plus une pensée vers les peuples. Par le peuple palestinien. Pourquoi l'Algérie était toujours pour le peuple palestinien? C'est pas pour Mahmoud Abbas non, c'est pour le peuple qui souffre. Donc on a l'impression que son propre peuple, il est en train de souffrir, c'est-à-dire expulsion de certains haragas et les privilèges. On est dans un système de caste, c'est malheureux. Donc très bien. Reste avec nous, Lias Jubaili. Gamal Abina, je pense que Lias Jubaili a parlé pour beaucoup d'Algériens. Surtout le peuple. Quand il parle de peuple, il dit une pensée pour le peuple. Revenons juste en arrière, par exemple, c'était les mêmes accords avec la Slovénie. L'Algérie, le ministre donc Tebboune était en déplacement en Slovénie et on a signé la même chose. Exemption donc de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. Et là, on se pose la question, bien sûr. Oui, on veut que les diplomates se déplacent comme les autres diplomates. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais quand on signe seulement des contrats pour l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, alors que le peuple algérien, lui, il se fait expulser, il prend des risques dans des embarcations de fortune pour traverser la Méditerranée, se retrouver du côté de l'Espagne. On a vu des images, par exemple, quand il y avait cette décision de régulariser presque 1 demi-million de personnes en Espagne, les Algériens se sont rués vers les consulats pour avoir donc les papiers nécessaires pour ne pas revenir en Algérie, pour rester en Espagne et en Europe. D'abord, on va regarder ces images et je reviens à vous. Gamal Abina, Lias Jubaili. يا عمي تبون عندنا ثقه باللي انت انسان زعيم الله يخلينا لاجيري تاعنا لا هذيك عمي تبون هذيك مساكين هذيك بولادهم راهم مجرجرين كاع رانا مجرجرين في الحق خرجونا اي باسبور ما بغاوش يخرجوا خرجتي اي باسبور يا عمي تبون هذه الحاجه عمي تبون ولادك هذيك راهم راهم يدمروا فيهم يحوزوا فيهم يقيسوا في قشهم عمي تبون كون معانا هذا نداء عمي تبون والموتوا عليك عمي تبون موتوا عليك شوف لنا اي حل عند وليداتنا انا واحد من الناس عندي 4 ولاد. Voilà, c'est des images terribles, Gamal Abina devant le consulat d'Algérie à Alicante. Et c'est des images qu'on peut trouver aussi dans d'autres consulats en Espagne. Est-ce que vous pensez que cette image est normale? Un diplomate, donc, pour lui, il arrive à se déplacer comme il veut, il prend l'avion, il est en Slovénie, il est en Belgique, il est dans d'autres pays européens, alors que le peuple est délaissé. Le peuple, il est dans cette situation qu'on vient juste de voir, il est dans cette image, et ce n'est pas une image qu'on va dire... l'image d'une Algérie forte, l'image d'un pays riche, Gamal Abina. C'est parfaitement faux. Je ne comprends pas cette logique-là, mais maintenant j'essaie d'aller dans votre logique. Vous êtes en train de dire, est-ce qu'il est normal que les diplomates se déplacent avec des avantages diplomatiques? Bah oui, c'est normal. Je pense qu'on ne va pas répéter deux fois la même chose. C'est le principe des diplomates, et puis il ne vous aura pas échappé peut-être qu'un diplomate, par définition, c'est pas quelqu'un de la basse couche de la société, c'est quelqu'un au moins de la classe moyenne, donc il n'a aucune raison de quitter l'Algérie. En général, les diplomates reviennent en Algérie. Non, je peux comprendre et je suis tout à fait d'accord pour le principe Gamal Abina. Non, mais j'ai bien entendu. Maintenant, je développe Je connais des diplomates qui, parents et enfants, d'ailleurs, quand on parle de diplomates, c'est parents et enfants. Ils ne parlent pas tonton, cousin ou grand-père. Hein. C'est les parents et les enfants, ce qui est normal. Donc, parce qu'une famille diplomatique, elle ne va pas se couper de ses enfants, surtout s'ils sont étudiants. Donc, ces diplomates retournent en Algérie, en général. Il n'y a pas de surprise. Après, vous me dites comparaison, encore une fois, diplomate, peuple. On oublie cette comparaison, elle n'est pas opérante, elle n'a pas de sens. Alors, vous dites, oui, il y a je ne sais pas combien de milliers d'Algériens qui se seraient précipités en Espagne parce que régularisation. Vous savez, il y a un principe qui est assez malsain et que l'Occident utilise très, très bien. C'est le principe de la pompe aspirante pour avoir soit des bras, quand ils ont besoin de construire une nation comme c'était le cas de la France dans les années 60, ou de l'Italie aujourd'hui qui a besoin de bras, soit des cerveaux comme l'a fait l'Allemagne, 2 millions de Syriens qui ont été régularisés, 2 millions aussi d'immigrés qui n'étaient pas algériens d'ailleurs, des deux côtés, du côté de l'Italie qui avait besoin de bras pour ses usines, pour son industrie qui est dynamique, avec une croissance forte. Donc,
ces pays piochent à satiété dans les pays du Sud. L'autre problème de ces pays du Sud, c'est que si on stoppe pas ce phénomène, si on autorise, si on donne du visa à tout le monde pour que tout le monde parte tout le temps à chaque fois, tous nos cadres vont partir. Pourquoi? Parce qu'ils vont essayer de trouver une herbe plus verte ailleurs. C'est pas vrai. Ils sont mal payés. On sait très bien que les médecins français, enfin algériens qui sont en France sont mal payés. Mais ils vont s'imaginer qu'il y a peut-être moyen de mieux réussir dehors. Pourquoi? Parce que dans le principe du miroir aux alouettes, on vous présente une belle façade, un pays occidental super développé, des opportunités. On attire le chaland. Puis le chaland, une fois qu'il se retrouve en Europe, il se rend compte qu'il y a du racisme, qu'il est moins bien payé, que c'est difficile de faire sa place, qu'il y a une crise économique. Donc ça, je pense que c'est une manière, quelque part, de protéger le peuple. Parce qu'en Algérie, je rappelle tout de même, à titre indicatif, qu'il y a une croissance depuis 4 ans de 4% en moyenne. C'est la plus forte croissance MENA. Que l'Algérie a des ambitions de vouloir développer le pays de façon massive. Et c'est en train de se faire. Mais il y a une chose que je ne peux pas entendre, que j'ai entendu 2 fois de la part de l'IS, et qui, je pense, l'IS Jebaï, qui, je pense, n'est pas ignorant de la chose, c'est de dire les Algériens, parce qu'ils comparent 73, époque de la guerre froide, époque d'une dynamique économique avec un pays qui avait moins de 10 millions d'habitants, il n'y a pas de comparaison possible. On est sur autre chose. C'est pas les mêmes volumes. Maintenant, si on cumule tous les Algériens de l'étranger et de l'intérieur, 55 millions d'habitants. Donc 45 millions en Algérie avec une croissance de 1 million d'Algériens tous les ans qui arrivent à la naissance, parce qu'il y a une grande explosion démographique. Donc des problématiques qui sont beaucoup plus lourdes qu'en 73. En 73, on parlait au peuple parce qu'on était en pleine guerre froide. Parce qu'il y avait 2 blocs, Est-Ouest. Il y avait le rêve de l'Est, le communisme, l'égalité pour tous. Ça, c'est fini, ça n'existe plus. C'est un projet de société qui a disparu. On a autre chose aujourd'hui. Mais c'est important de rappeler une chose. On peut pas comparer le passé et le présent, c'est pas possible, en nombre, en coût, en moyens. On peut pas comparer non plus l'idée de se dire les Algériens doivent, et ça c'est un truc que je n'entends pas et je peux pas accepter. J'ai toujours dit aux Algériens, chaque fois qu'ils me disaient ouais on a du pétrole et du gaz, c'est pas normal qu'on soit pauvre. Ben non, c'est pas le sujet. Qu'il y ait ou pas du pétrole et du gaz, c'est pas normal que tu travailles pas. C'est pas normal que tu crées pas de la richesse. Tu n'as pas à avoir le pétrole et le gaz. Ça, c'est pour les structures de l'État, c'est pour les grands projets, c'est pour les barrages, c'est pour les autoroutes, c'est pour les écoles, c'est pour le soin pour tous, oui. Mais c'est pas l'argent qui est destiné à ce que tu réussisses. L'argent qui est destiné à ce que tu réussisses, c'est ton travail qui est le produit, avec, si possible, des facilitations de l'État, mais l'État n'est pas tout. Ce qui est tout, c'est la valeur travail. Et ça, quand j'entends ça, je peux pas. On voit des Algériens partir à l'étranger parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir du bonheur ailleurs, puis ils se rendent très rapidement compte qu'ils n'ont pas fait un bon calcul parce qu'ils se coupent de leurs racines, ils se coupent de leur famille, ils sont tous dans la précarité, souvent ils dorment dans les conditions infamantes, ils sont pourchassés par la police parfois dans des pays comme la France. Ça, c'est quelque chose qu'on souhaite à personne. Alors quand on essaie de protéger cette population de cela, je serais d'accord sur un point, il faut que l'Algérie soit dynamique, qu'il y ait une économie florissante et que les salaires soient un peu meilleurs pour effectivement fixer des populations, pour montrer que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, que notre pays est merveilleux, qu'on doit le développer. C'est ça que j'aimerais entendre. Mais moi, j'ai pas vu... Bon. Je vous laisse finir, Gamal Abinat. Là, c'est compliqué. On ne peut pas apporter du jour au lendemain des changements structurels comme ça. Ça prend du temps, l'économie. C'est pas un claquement de doigts, on y arrive. Il y a des réformes qui doivent être mises en place. Il y a des réformes au niveau de l'administration, des réformes au niveau des banques, des réformes au niveau de l'investissement. C'est en train de se faire. Ça prend du temps. On a une équipe qui vient d'arriver, parce que c'est quoi, moins de 10 ans, en place et qui essaie de réformer tout ça. Il y a des mauvaises habitudes qui sont restées. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il faut que les Algériens se disent qu'ils n'ont pas une terre de remplacement. C'est pas en allant chez le voisin qu'on est mieux. Comme on dit, il y a un adage français qui dit mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ben là, c'est pareil. Mais pourquoi les Algériens ne reviennent pas donc dans ce cas-là? On a vu ces images, Gamal Abina, on a vu ces images des Algériens. C'est des millions d'Algériens qui sont à l'étranger et je ne pense pas qu'ils sont prêts à revenir en Algérie. Le climat d'investissement n'est pas là. L'Algérie, malheureusement, on n'est pas en train de brosser un tableau noir, mais on est en train de voir ce qui se passe dans notre pays. C'est notre pays, on le connaît, on a de la famille là-bas aussi. Comme c'est votre pays aussi, Gamal Abina, c'est le pays aussi de notre ami Ilyas Jebaïli. Donc, des réalités, on connaît les réalités. Les Algériens, si vous allez leur donner le visa demain, si les consulats vont... des pays européens vont leur donner les visas demain, vont faciliter le visa demain, vous allez voir des centaines de milliers qui vont quitter l'Algérie, Gamal Abina. C'est cette question qu'on doit se poser. Pourquoi les Algériens partent? Pourquoi et ceux qui sont à l'étranger ne veulent pas revenir? Peut-être une minorité veulent revenir parce qu'il y a du racisme, vous l'avez dit, que aussi il y a des difficultés dans ces pays, mais la plupart ne veulent pas revenir en Algérie. Est-ce que c'est une question seulement d'économie
ou aussi il y a d'autres questions quand on parle de liberté, quand on parle d'ouverture aussi. Gamel Abina, très rapidement, parce qu'on doit donner aussi la parole. Mais je vous réponds de suite. D'abord, je suis pas d'accord avec vous. Vous dites des choses qui ne reposent sur rien. Vous me dites la plupart ne veulent pas revenir. Vous n'en avez aucune idée de la plupart. Moi, je peux vous dire que moi, de mon point de vue, même si j'ai pas de statistiques et personne n'a de statistiques, donc faut être un peu sérieux, je dirais que j'ai vu quand j'étais là-bas, puisqu'il se trouve que je fais beaucoup de médias, que je vois les Algériens qui me reconnaissent de l'étranger. Hein. C'est surtout ceux de France d'ailleurs qui me reconnaissent et qui me disent qu'ils sont revenus, qu'ils se sont installés. Moi, je connais des gens qui m'ont contacté parce que j'ai fait un appel à ce qu'on investisse en Algérie, qui m'ont contacté par réseaux sociaux, par les médias, enfin par les messageries, et qui m'ont demandé comment s'installer. Donc on a facilité leur installation, qui ont installé une usine qui était les 100% d'ici, hein, je veux dire. Et ceux qui sont partis, prenons l'exemple d'un chanteur très connu, Soulkin, qui est parti aux États-Unis, qui a une carrière remarquable, eh bien il réinvestit en Algérie. Il y a un Algérien de France qui était un rappeur qui s'appelle, j'ai plus son nom d'ailleurs, enfin bref, un rappeur qui est connu, qui est revenu investir en Algérie, qui s'investit dans le cinéma, dans la musique, dans la culture. C'est pas vrai ce que vous dites. Vous pouvez pas dire ils ne reviennent pas. Il y a un attachement viscéral, vraiment considérable du peuple algérien à son pays, et si les conditions s'améliorent, et ça devient le cas, ils vont tous revenir massivement. Parce que l'idée de l'Algérie, c'est à la fois un rêve lointain, un rêve très prégnant pour certains, un rêve d'hier, hein, parce que certains partent dans des conditions difficiles, ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur et veulent revenir. Mais beaucoup réinvestissent en Algérie. Vous avez parlé du racisme en France, effectivement, ça a été un accélérateur, surtout depuis Retailleau, de retour incroyable en Algérie, et vous pouvez pas avoir le nombre de personnes qui sont restées en Algérie. Moi, je vois sur le réseau, c'est massif. Mais il n'y a pas de statistiques. Là, je vous dirais, vous avez raison, j'ai tort. On n'a pas de statistiques. Très bien. Vous avez dit si les conditions sont là. Vous l'avez bien dit. Ça améliore. Meilleur. Lies Jubail. Je pense que le poids, moi je l'ai toujours dit, il y a deux phrases, là je les ai appris par cœur, c'est comme ça. Je pense que le poids stratégique de l'Algérie soit renforcé, hein, c'est ça, lorsque les dirigeants algériens auront compris que l'économie algérienne, réduite à une économie exportatrice d'hydrocarbures, qu'on le veuille ou non, est un signe de sous-développement, pour ne pas dire d'arriération. L'Algérie se développe. L'Algérie sont renforcée quand ses dirigeants, les dirigeants, voilà, j'essaie d'utiliser des qualificatifs les plus soft possibles. Quand ces dirigeants algériens, nos dirigeants algériens, parce que c'est eux maintenant qui ont les clés, la manette de notre pays, auront compris que le développement des libertés est une chose fondamentale pour un État riche, un État de droit prospère et tout. Ces jeunes qui se trouvent à l'étranger, alors la ruée vers les embarcations de fortune, c'est parce qu'il n'y a plus d'espoir dans ce pays. Arrêtons de mentir au peuple. Arrêtons de mentir le peuple. Le peuple a compris, la société algérienne a compris, que ce soit dans le sud, au nord, ouest et est. Cette société algérienne a compris que l'heure du changement est imminent, qu'il faut changer. Et la première chose à faire, c'est le développement des libertés, c'est le développement de notre économie. Ça, c'est très, très important. Pourquoi ces gens se trouvent à l'étranger? Est-ce qu'ils quittent leur famille comme ça? Non, parce que leur pays, il leur donne plus rien. Leur pays, il les a abandonnés, pas le pays. Ceux qui dirigent le pays, ils les ont complètement abandonnés. Regardez le nombre de diplômés qui sortent de l'université. L'Algérie, comme l'Iran, parmi les grands pays qui sont producteurs d'ingénieurs femmes au monde. Oui, mais où sont nos éminents? Où sont nos éminents ingénieurs? Où sont nos éminents sociologues, médecins? Tous les hôpitaux français sont remplis de médecins. Ils ne sont même pas médecins. Quand ils arrivent en France, ils ont ce qu'on appelle, ils font FFI, fonction de faisant interne. Ces embarcations de fortune ont vécu le drame algérien, ont vu les couleurs, le drame de toute cette population. Vous vous rappelez, un jour en Espagne, il y a 400 jeunes qui sont arrivés sur les côtes. 400 qui sont arrivés sur les côtes. Maintenant, comme M. Attaf, quand il prend l'avion pour négocier des visas, pour négocier des visas pour les diplomates ou pour l'élite, pour la famille, peu importe. Moi, ce qui ne m'intéresse pas, le diplomate a une fonction,
Sa fonction, c'est de servir la nation et les pays pour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple. Chad, c'est ça. Parce que les diplomates partent, le régime part, le pouvoir reste. Ce qui reste, c'est l'État, en corrélation avec la nation et son peuple. C'est ça ce qui nous intéresse. Donc, quand on dit c'est Haraga ou c'est peu, on a fait plein de rassemblements pour les Haraga. On a fait plein de rassemblements. Les autorités algériennes n'ont jamais été sensibles à la question des Haraga. N'ont jamais été sensibles. Ils les ont toujours utilisés, voire ils les ont toujours instrumentalisés à la place de la République à Paris, à des fins machiavéliques et diaboliques. Moi, je le dis. Il faut apprendre de nos échecs. Est-ce que M. Retailleau, quand il a pris la parole, qu'on soit d'accord ou pas, je m'en fous du personnage, qu'il soit de droite, républicain ou d'extrême droite, je m'en fous ce qu'il dit. Et il a pris une décision. Il a dit, écoutez, j'ai rien contre le peuple algérien. D'ailleurs, il a dit un grand peuple. Il a dit, notre problème, c'est le pouvoir algérien. Ce sont les autorités algériennes qui ne veulent pas récupérer. Aïb. Ça veut dire, depuis 62, nous n'avons pas construit un État. Vous prenez le Vietnam. Est-ce qu'il y a des haragas vietnamiens? Je pose la question. Vietnam, il a aussi souffert que le peuple algérien. Aussi bien par les Américains, quasiment anéantis, et par les Français. Il faut savoir. Et d'ailleurs, la guerre de révolution de 54, elle s'est inspirée suite à la victoire de Bien Dinh Phu en 54 par le général Giap. Le Vietnam restera un modèle pour la révolution algérienne. Regardez, est-ce qu'il y a des haragas vietnamiens? Dites-moi, non. Les autorités, ils ont fait en sorte que le Vietnam devienne une fleur en Asie. C'est quasiment au même titre que la Chine. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a développé un pays? Les infrastructures? On a construit une autoroute presque 850-900 milliards. Quasiment le double. Où est cette élite algérienne? L'élite algérienne, elle est à l'étranger. Elle a fui. Elle n'a plus d'espoir dans ce pays. L'élite algérienne, elle se confond avec le peuple. Il n'y a pas d'élite algérienne et peuple. Parce que l'élite algérienne et le peuple se confondent comme deux points. Ils se confondent, il y a une confusion entre les deux points, qui se superposent, qui veulent construire un État. Moi, j'ai du mal à imaginer un ministre d'une grande nation comme la nôtre prendre l'avion, aller en Slovénie, aller en Belgique pour négocier des visas pour les diplomates. Alors que le peuple, c'est secondaire pour lui. C'est une question subsidiaire. Et c'est ça la réalité. Si vraiment les autorités algériennes avaient la bonne intention de faire quelque chose pour ces haragas, parce que c'est nos compatriotes, ce sont nos compatriotes, c'est la catégorie la plus vulnérable de notre société. Elle est vulnérable aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. À l'étranger, c'est pire encore, parce qu'ils sont victimes du racisme, de la stigmatisation et de tout. Regardez dans quelle situation ils se trouvent, alors que leurs ancêtres, leurs aïeux, ils ont libéré le pays après une douloureuse 7 ans et demi de guerre, 132 ans de colonisation pour arriver à ce résultat. Non, arrêtons de mentir. Ne mentez plus au peuple. Mettez de bouche à Chad. Chad, ça y est. On n'est pas là pour faire du peuple. La balle est entre les autorités algériennes. Le développement des libertés, c'est une équation fondamentale. Et deuxièmement, libérer le pays. Libérer les détenus d'opinion. Et c'est ça, donner de bons gages à la société algérienne. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais dire que le Attaf est parti pour avoir un œil regardant sur la situation des haragas, croyez-moi, c'est une question subsidiaire. D'ailleurs, les haragas algériens qui se trouvent en France, ils ont été complètement ignorés jusqu'à ce que les relations entre la France et l'Algérie, entre Retailleau, suite au rapt de Amir DZ et l'arrestation de l'agent consulaire algérien, a revu le jour. Et suite aux influenceurs algériens qui menaçaient les opposants. Vous savez, les autorités algériennes, ils ont utilisé Hamas, il faut dire les choses.
que nos compatriotes Ismaou. Ils ont utilisé le Haraga pour contrer les opposants, pour leur manquer de respect, pour atteindre à leur intégrité morale et physique. Mais Ma'lish, on comprend, ils ont été instrumentalisés, ce sont nos frères, on pardonne. Mais qui est responsable de cette tragédie et de cette situation? Ni M. Gamal Abina, ni M. Nasser Joudi, ni moi-même, ce sont les autorités algériennes. Pour ne pas dire le pouvoir algérien, parce qu'à chaque fois on me dit arrête de dire pouvoir, régime. Moi je dis les autorités algériennes, ceux qui détiennent les clés du pouvoir. Restez avec nous, Lias Djbaili. Gamal Abina, je reviens à vous parce que la question les critiques qui se posent par rapport, les critiques par rapport à cet accord, c'est que cet accord facilite, si on va dire, les expulsions des Haraga, des Algériens qui sont en situation irrégulière, alors qu'on n'entend rien sur la mobilité légale des Algériens. Par exemple, le nombre de visas qu'on essaye donc d'accorder aux Algériens, cette question n'a pas été abordée. On a abordé donc l'autre question, qu'il s'agit donc d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. À force de gérer le dossier des Haraga, Gamal Abina, ne risque-t-on pas d'ignorer les raisons qui poussent les Algériens à partir de leur pays? Donc, on a vu, parce qu'il a parlé, notre ami Lias Djbaili, du Hirak et de l'esprit de Hirak. En 2019, par exemple, il y avait des statistiques, la Harga s'est arrêtée. Les Algériens ont repris donc espoir, et il y avait plus d'Algériens qui quittaient donc l'Algérie, qui partaient donc en Espagne ou dans d'autres pays sur des embarcations de fortune. La Harga s'est arrêtée. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai problème? On n'est pas en train de régler les vrais problèmes et les vraies questions de la société algérienne et du peuple algérien? Alors, il y a plein de choses qui ont été dites, je vais quand même déconstruire tout ça parce que c'est beaucoup de choses assez compliquées. D'abord, les Haraga, c'est un phénomène mondial, hein, c'est pas un phénomène algérien. Ensuite, il n'y a pas de statistiques. Moi, vous me parlez toujours de ça s'est arrêté, ça a repris, il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas de chiffres exacts et on les aura jamais. C'est souvent d'ailleurs des gens qui quittent le pays parce qu'ils n'ont pas réussi ou simplement parce qu'ils sont sous-diplômés. Donc ils ne trouvent pas leur place dans la société. Vous avez ça en France avec les... Et pourtant en France, Gamal Abina, vous êtes en France, je m'excuse. Je n'aime pas vous couper la parole, mais je dois rebondir. En France, on parle entre 15 000 et 20 000 médecins qui font le bonheur des hôpitaux algériens. Alors que l'Algérie a payé des milliards pour former ces médecins. Et vous me dites de jeunes qui n'ont pas de diplôme ou de sous-développés. Allez-y voir dans les entreprises françaises en termes d'ingénieurs, de jeunes ingénieurs qui sont en train de faire le bonheur des sociétés algériennes. On a avec nous Lias Djbaili, qui est ingénieur économiste et qui a fait son cursus aussi en Algérie. C'est des milliers, Gamal Abina. Il n'est pas Haraga, il faut être un peu sérieux. Les médecins ne sont pas Haraga. C'est les gens qui ont étudié, qui sont venus, restés. Moi, j'ai un copain médecin qui a travaillé pendant 8 ans et qui appartient à l'Algérie. La question, c'est vous donnez des chiffres qui ne reposent sur rien. On n'a pas de statistiques. Comme vous dites, 15, 20 000 médecins. J'entends toujours ce chiffre de 15 000 médecins. Il repose sur quoi? On ne sait pas. C'est un chiffre qui est arrivé. C'est possible. Hein. Je ne l'écarte pas parce que on voit la massification des médecins algériens ou d'origine algérienne. Mais ça ne dit pas nécessairement qu'ils sont nés là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de médecins ici algériens qui ont pris soit avocats, soit algériens, qui sont massivement représentés. Mais moi, j'ai entendu plusieurs choses. D'abord, parlons du Vietnam, la fleur de l'Asie. Alors là, il faut être un peu sérieux. Le Vietnam est un pays sous-développé, qui était sous le communisme longtemps, qui est devenu l'atelier de la Chine, hein, donc c'est un pays qui est sous-payé, dans lequel, à part le tourisme, il n'y a pas beaucoup de richesse, qui est toujours en plus miné, il y a 10 millions de mines au Vietnam, et dont le phénomène Haraga était massif en 1975 avec les boat people qui ont fui le régime communiste. Donc ça existait. Et on le voit dans le 13e arrondissement à Paris, c'est des millions de personnes qui sont parties d'un coup. Là, on n'observe pas ça en Algérie. En Algérie, on observe quoi? Alors, vous avez parlé de Rotaillot, qui n'est pas contre le Vietnam sous-développé, Gamal Abina, quand on parle de 470 milliards de PIB, c'est le double du Le Vietnam n'est pas un pays développé, c'est un PIB qui est chinois.
c'est un laboratoire de la Chine. Faut être sérieux. Le Vietnam ne produit pas. C'est les Chinois qui produisent là-bas parce que les salaires sont moins chers. Donc, faut pas tout confondre. Il y a PIB et puis il y a la vraie richesse vietnamienne. C'est pas les usines chinoises. Sinon, à ce moment-là, vous allez me parler aussi de l'Éthiopie, qui est un pays surdéveloppé, puisque la Chine y a mis 200 milliards. Non, faut être un petit peu sérieux sur les chiffres. C'est important de le rappeler. Donc, les Haraya ont existé avec les Vietnamiens en 75 avec la chute de Saigon. Ça a été massif. Ensuite, d'expliquer que Rotaillot est gentil avec nous. Non, Rotaillot est un agent d'extrême droite, violent, ultra-catholique, intégriste, un ancien de Villiers. C'est un type qui a un problème avec les Algériens en général et qui, une fois, dans une phrase, a dit « J'attaque pas les peuples algériens », mais manifestement, il les attaque pas, mais il instaure des visas, il veut les expulser. C'est bizarre, hein, il touche pas au peuple, mais il tape sur le peuple. Hein. Non, Rotaillot qui a monté de toutes pièces cette sombre, ténébreuse affaire ridicule d'Amir Dezed à laquelle personne ne croit, à part se demeurer, qui insulte en plus tout le temps du matin au soir. Je suis désolé, quand vous connaissez un peu Amir Dezed, son parcours élogieux, on n'en parle même pas. C'est pas un bon exemple. Il a monté de toutes pièces une affaire fumeuse qui tient pas la route. Et évidemment, Rotaillot a sorti ça à la dernière minute parce qu'il sentait bien qu'il perdait la main sur l'Algérie. Tant mieux, il a été viré, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut être très clair. Il n'y a pas de petits pays en Europe. La Slovénie, d'ailleurs, je rappelle que l'Algérie n'est pas venue pour négocier uniquement la facilitation de circulation qui existait déjà avec les diplomates. Elle est venue aussi pour négocier des accords économiques. Il faut quand même être un peu sérieux. Il ne parle pas des haragas. Il parle d'accords économiques, comme des accords économiques avec la Belgique. L'Algérie ne se déplace pas pour parler des haragas. Je peux pas entendre ça. Depuis tout à l'heure, je suis rentré un peu dans le jeu de vous écouter, mais soyons sérieux. L'Algérie veut se développer. Le PIB est soutenu. Vous pouvez pas contester ça, c'est un fait. On est bientôt à 400 milliards et tant mieux. La richesse intérieure du pays, je tiens à ce que les gens y retournent, est très diversifiée. Tout à l'heure, il a été évoqué le fait qu'on soit dépendant à 100% des hydrocarbures. C'est faux. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Vous êtes à 92% dans l'export. Au national, on n'est plus du tout dépendant des hydrocarbures parce qu'effectivement, on a diversifié la production nationale aussi bien sur le terrain pharmaceutique que sur l'agroalimentaire, que sur les industries d'exploitation minière, que évidemment sur l'agriculture. 38 milliards de PIB, 12% de la part du pays. C'est considérable. Donc, on peut pas réduire l'Algérie à une caricature parce qu'aujourd'hui, elle démarre l'exportation. On était à 98%, 100% d'hydrocarbures quasiment. On est à 92%. On augmente de plus en plus sa part des exportations de produits diversifiés en dépit des freins qui sont observés à l'étranger. Mais les parts de marché, ça se gagne pas comme ça. Il faut du travail. Et c'est pourquoi j'appelle à chaque fois les Algériens à investir dans leur pays et à exporter les produits algériens. Parce que l'Algérie produit beaucoup. Moi, j'étais fasciné quand j'étais dans les centres commerciaux de voir que 95%, je donne les chiffres exacts, j'ai fait une statistique, 95% de ce qui est vendu au centre commercial algérien est algérien. Mais quelle réussite, ça rappelle les années boumediennes, où on voulait faire du 100% algérien. Aujourd'hui, on arrive à ce chiffre-là. Maintenant, il faut que le peuple commence à se dire « J'ai ma place en Algérie, je dois bosser pour la réussite de ce pays et je ne dois pas tomber dans le piège de croire qu'ailleurs c'est meilleur. C'est pas vrai, ailleurs c'est pas meilleur. Il n'y a rien qui est meilleur ailleurs. Je rappelle que l'Algérie n'a pas de visa avec les pays africains, mais qu'elle ne va pas en Afrique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les Algériens, ils pensent que peut-être en Europe c'est mieux. Eh bien, ça, c'est une faute et il faut faire attention à ces fautes politiques parce qu'on doit protéger la population de la paupérisation à l'étranger et le président qui ne se moque pas des haragas, a dit revenez en Algérie, ne restez pas dans les conditions de misère. Voilà ce qui a été dit. Mais personne n'est revenu quand vous avez parlé aussi de. Vous ne savez pas. Vous avez parlé des chiffres. Vous avez parlé des chiffres de Gamal Abina. Vous avez avancé des chiffres économiques en Algérie. Et bien sûr, on va vous rendre, comme on dit, le même argument. C'est des chiffres qu'on ne peut pas malheureusement vérifier. Si, parfaitement. Dommage pour vous, j'ai l'argument. Surtout quand ils viennent des institutions algériennes. Ça ne marche pas. Je vous explique. Vous m'avez déjà fait le coup la dernière fois, je vous répète à nouveau. Les chiffres dont je vous parle sont les chiffres des douanes. Vous envoyez un produit à l'étranger, d'accord? Et bien la douane qui réceptionne, elle comptabilise. Et on ne peut pas tricher sur l'export. 38 milliards de dollars de production d'agriculture, même l'Espagne ne fait pas ce chiffre. Mais, vous avez parlé aussi, parce que c'est la presse belge et la presse algérienne qui dit l'Algérie et la Belgique ont signé 2 nouveaux accords dans le domaine des visas et de la réadmission des sans-papiers algériens. Visa et sans-papiers, ça tout sur l'Algérie. L'Algérie signe 2 accords avec la Belgique. Donc on parle ça va en droite ligne de ce que disait le président. On dit qu'il faut qu'ils reviennent en Algérie. Ils mettent l'accent dessus, mais il y a des accords cadres commerciaux qui sont mis en place. Mais on n'a pas vu une ruée des Algériens qui reviennent en Algérie. Par contre, on a vu ces images qu'on a montrées des Algériens qui allaient donc faire la queue devant les consulats algériens pour demander des papiers pour régulariser leur situation en Espagne. Je vous laisse le mot de la fin très rapidement, Elias Jbaili. Moi, je vous donne les chiffres de M. Abdelmajid Tebboune. C'est officiel, elles sont vérifiables.
Elles sont vérifiables parce qu'il est président de la République algérienne. Il a dit que je vais hisser ou augmenter le PIB, le produit intérieur brut, 400 milliards de dollars en 2026. C'est-à-dire, il a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, donc c'est vérifiable, je pense que il a dit. Donc ça veut dire qu'il faut une croissance de 32%. 32%. Je ne sais pas comment on peut produire, on peut aller jusqu'à un PIB de 400 milliards, donc il faut une croissance de 32%, sachant que notre production, elle est quasi nulle, excepté sur les hydrocarbures. Et il faut revaloriser. Vous savez très bien que les salaires algériens sont parmi les plus bas en Afrique du Nord. Donc, on ne va pas s'étaler parmi les... Donc il a souhaité augmenter de 53% pour essayer de rééquilibrer. Vous savez, tant on n'a pas mis le paquet sur la valeur travail. Et vous savez pourquoi? C'est vérifiable. Regardez, faites un coup d'œil. La consultation sur les lois des finances, aucun support où la valeur activité, elle lui affectait une allocation très importante. Il n'y a que des supports de charge. Ça veut dire quoi, il n'y a que des supports de charge? C'est très simple, la sens. Support de charge, ça veut dire que le pouvoir algérien, que les autorités algériennes cherchent la paix sociale avec les subventions à outrance, sans distinction. On est arrivé jusqu'à 5 000 milliards. Donc, dites-moi comment ces jeunes-là qui vont revenir à Haraga en Algérie, comment on peut leur offrir le travail alors que les salaires sont les plus bas d'Afrique du Nord, alors que la croissance... pour atteindre 400 milliards, il faut 32%, vous vous rendez compte? Est-ce que c'est raisonnablement réfléchi ou pas? Je vous laisse le soin de nous donner et de rêver sur vraiment quelque chose de réel. Merci beaucoup, Elias Jubaili. Merci. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à notre ami Gamal Abina. Très ravi de vous avoir dans cette émission. Je rappelle que vous êtes analyste politique, mais aussi spécialiste des relations internationales. Merci, Elias Jubaili, ingénieur, économiste et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris, via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha. Khawa la khair.